ou de douleur, c'est soi-même qui est juge de son propre plaisir. Elle est communicable par ce qu'il appelle la forme, c'est-à-dire il n'y a pas de concept, mais il y a une forme qui peut être considérée comme belle ou ne l'être pas. Seulement, ce domaine est très variable. Et c'est là, justement, où joue l'œuvre d'art, en tant qu'elle peut permettre une communication à un certain niveau d'appréciation qui n'est pas comme toutes les arguties contemporaines qui ont été développées jusqu'à la satiété à l'heure actuelle. Qu'est-ce que l'art? Qu'appelle-t-on l'art? Comment est une œuvre d'art? Qui n'ont rigoureusement aucun intérêt, tandis que le fait de savoir quelle est cette communicabilité de l'impression, de la sensation, est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Christiane, tu as de remarques à faire là-dessus, si, certainement. C'est Christiane Boller qui doit que je présente d'ailleurs, puisqu'elle est venue, elle nous a fait l'honneur de venir, qui doit présenter en début d'année une intervention sur la photographie que j'ai inscrite ici, qui s'appelle Janvier, qui remplace Brossard, qui a repoussé au 6 février les formes prostitutionnelles de l'art contemporain, et Christiane fera quelque chose qui est spécialité, qui participe à la revue Chimère, qui est professeur et spécialiste des questions esthétiques, politique, économie, des enjeux de la photographie contemporaine, où on aura là aussi un domaine de très large portée qui peut être aussi la source de réflexion pour tout le monde. Oui, oui, je trouve qu'il y a aussi une piste intéressante que tu as abordée, René, c'est la question de la pathologisation de l'art et du rapport entre art et médecine, et du jugement médical porté sur la création esthétique. C'est-à-dire, c'est une manière quand même issue du positivisme du 19e siècle, finalement, de tout intégrer dans le champ des savoirs et de procéder à cette médicalisation du monde dont parle Foucault. Donc je pense que cette question... Donc je pense que cette question de la médicalisation du monde, telle qu'on la trouve chez Foucault, elle intègre ce processus de pathologisation de l'art et de vouloir renvoyer finalement la dimension esthétique, la création esthétique, à quelque chose qui puisse être connu et maîtrisé par le discours rationnel. Et il me semble que ça, justement, ça va exactement à l'encontre de l'ouverture proposée par Kant. Parce que lorsque Kant écrit « le beau, c'est ce qui plaît universellement, sans concept », ça veut dire qu'en aucun cas, la création esthétique ne peut être intégrée à une forme de rationalisation. Et en disant cela, finalement, Kant reprend la théorie de Baumgarten, qui précisément opposait, en fondant l'esthétique, opposait l'esthétique au scientifique. Et il y a une volonté du positivisme scientiste, par le biais de la médecine, à la fin du 19e, de se réapproprier la question esthétique. Et il me semble qu'il faut beaucoup, beaucoup se méfier et même violemment critiquer, je crois, ce discours médical sur l'art. Cette façon
précisément, qui passe par un discours sur la folie. Et de ce point de vue, je crois que c'est aussi contre ça que se bat Artaud, quand il veut produire un discours qui échappe précisément à la volonté d'appropriation médicale. Et je trouve que de ce point de vue, la manière dont tu introduis en quelque sorte un balancement entre le discours d'Artaud et le discours médical est extrêmement éclairante. Et il me semble que c'est une question contemporaine. C'est une question très contemporaine, parce qu'il y a quelque chose qui doit échapper à cette médicalisation, si l'on veut précisément qu'il y ait du créatif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, je rebondis sur ce que vous dites, c'est-à-dire, vous avez parlé du rationnel, c'est-à-dire au sujet, qui échappe au sujet. Enfin, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Christiane, c'est ça? Oui. En fait, à un moment donné, vous avez, par rapport à Foucault, vous avez évoqué cette question de l'homme. Enfin, la folie, regarde une certaine conception de l'homme. Et ce que dit Christiane, c'est vraiment ça. Enfin, la folie vient défaire une conception de l'homme, du sujet. Et justement, ce regard scientifique sur l'art, ou via la médecine, c'est une manière encore de récupérer ce qui échappe naturellement à cette invention du sujet. Oui, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est une manière, effectivement, finalement, d'arraisonner le discours de la folie. Mais de l'arraisonner à un discours qui lui-même n'est pas rationnel. Et je pense qu'on peut retourner l'imputation. Parce qu'en fait, ce discours médical, c'est un discours véritablement délirant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est un discours interprétatif et quasiment paranoïaque. Ah oui, 22 mois, 2 mois, 3 mois. C'est incroyable, quoi. Une espèce de nomenclature totalement absurde qui n'éclaire rien. Et pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle les processus d'affectation de rationalité ou d'affectation de scientificité. Et je pense qu'actuellement, c'est peut-être l'une des tâches que nous avons, c'est peut-être l'une des tâches qui nous sont assignées, de retourner cette affectation de scientificité contre elle-même et de la dénoncer comme profondément irrationnelle. C'est pas simplement qu'elle est violente, c'est qu'elle n'accède pas du tout à la rationalité qu'elle prétend imposer. Et je pense qu'actuellement, c'est un moyen de passer à l'offensive. Je crois qu'il ne suffit pas en fait de dénoncer ces discours positivistes, mais je crois qu'il faut passer à l'offensive contre eux en montrant qu'ils sont profondément irrationnels. Et je crois que c'est le meilleur moyen de lutter contre. Parce que ce que suppose Christiane, c'est qu'il y a une autre rationalité. Oui, qui n'est pas qui a une rationalité, une raison qui n'est pas semblable à cette chose scientifique ou à cette scientificité. Il y a même une rationalité de l'artiste. Mais il y a une logique, bien sûr. Il y a une logique du discours esthétique. Et cette logique, elle a une puissance qui échappe totalement à la volonté d'un raisonnement positiviste.
Et je crois que là-dessus, on peut vraiment, comment dire, oui, poser un discours offensif. Pour moi, c'est très important de ne pas rester sur la défensive, de ne pas rester dans un discours finalement simplement du refus de la puissance entre guillemets rationnelle, mais de montrer que cette puissance, justement, n'est pas ce qu'elle prétend être. Et que c'est une usurpation, et qu'il y a une véritable logique du discours esthétique. Et en ça, il me semble qu'on revient aussi à la position de Baumgarten. Parce que Baumgarten, lorsqu'il fonde l'esthétique, il dit ça. Il y a finalement une très grande cohérence du discours esthétique, une très grande cohérence de l'art, mais qui est une cohérence qui échappe à la volonté d'un raisonnement rationaliste. Et par là, je crois qu'on peut revenir à ce que dit aussi Foucault, y compris en critiquant Lyotard. Lorsqu'il critique le concept même de post-modernité, en disant qu'il n'y a pas quelque chose qui serait au-delà de la raison, mais qu'il y a différents régimes de rationalité qui coïncident avec différents régimes de pouvoir. Et il me semble que chez Foucault, la manière dont il attaque Lyotard, et il l'attaque de manière très frontale, en montrant cette nécessité d'envisager la rationalité dans les formes de puissance qu'elle implique, plutôt que comme un monolithe, il me semble que ça, c'est extrêmement éclairant pour nous et pour penser la question de l'art. Remarque, Foucault, on parle de la littérature, il ne se prononce pas sur la peinture, mais ça peut s'appliquer largement, ce qu'il dit peut s'étendre et s'appliquer à la peinture. Mais ce qu'il y a dans la folie de Van Gogh, ça a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que dans le cas de Van Gogh, parce qu'on a l'air de considérer lui-même d'ailleurs, et l'époque de Van Gogh, c'est pas je ne crois pas que l'on ait tellement critiqué Van Gogh du point de vue de la peinture sur ce plan-là, sur le plan de la... je ne suis pas suffisamment renseigné pour en parler. Manet, oui, Manet a fait une rupture marquée, puisqu'on l'a attaqué, mais sur le plan de des valeurs quasiment morales, en fait, à partir surtout le déjeuner sur l'herbe, ou la qualité des choses qu'avait peinte Manet, ou Courbet également. On l'a attaqué sur le plan politique. Ensuite, les cubistes ont été attaqués par leur destruction, les surréalistes par la destruction des représentations. Le cas de Van Gogh est un peu particulier, un peu énigmatique, parce qu'au fond, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des critiques portées à Van Gogh sur le plan de son mode de peinture, sur son action picturale proprement dite. Ensuite, des expressionnistes ont été attaqués, mais ils ont été attaqués aussi, ou les abstraits ont été attaqués sur leur déviation par rapport aux formes et à la représentation. Chez Van Gogh,
je ne sais pas si il a subi les mêmes attaques. C'est un cas un peu particulier, d'ailleurs, parce que lui-même, lorsqu'il écrit, il dit « J'ai appris le dessin, je suis très fort, mais je domine maintenant la perspective, je domine le dessin. » Et puis il justifie le fait qu'il en arrive à substituer le colorisme, le chromatisme au dessin, mais il n'y a pas de texte de Van Gogh très caractéristique de ce point de vue-là, comme par exemple par certains expressionnistes comme Kirchner, par exemple, où il a justifié le fait qu'il y a des torsions, des déformations par rapport à la réalité, ou ensuite Soutine aussi. Mais Van Gogh, c'est curieux, je n'ai pas, tout au moins c'est mon information qui est en défaut de ce point de vue-là, je ne vois pas de texte dans lequel il serait critiqué exactement sur ce plan-là de la forme. C'est plutôt sa folie, ce qu'il y a de bizarre, c'est sa folie existentielle, si l'on peut dire, ou sa folie reconnue, ou qui a donné lieu à des analyses médicales aussi systématiques et ridicules que celles dont je vous ai lu une partie, qui a pu faire ranger Van Gogh dans ce rang de la folie. Et le texte d'Artaud est ambigu, parce que lui, il fait une description admirable et très enthousiaste de la peinture de Van Gogh. Il traîne aux gémonies. La société est gâchée, mais il ne défend pas, au fond, c'est pas quelque chose qui serait une réponse à des attaques qu'on aurait fait relativement à la folie, si tu veux, dans l'œuvre de Van Gogh. On pourrait, dans l'œuvre de Picasso, parler de folie dans celle de Dali, par exemple, qui s'est emparé d'ailleurs de cette notion. Ensuite, de folie, de façon à s'en faire une sorte de piédestal, de tremplin, bon, c'est devenu quelque chose de différent. Van Gogh, c'est quelque chose d'un petit peu spécial, c'est-à-dire on a affaire à un fou qui est peintre, qui tient à se faire reconnu pour peintre, bien qu'il soit fou d'ailleurs, c'est ça, et qui d'autre part est incontestablement fou, et d'autre part qui a atteint ce qu'on peut appeler, sans exagération malgré tout, sinon le sommet, tout au moins des sommets d'expression picturale, vraisemblablement en raison de cette folie ou de cette obsession, de cet amour passionné, par exemple, que d'autres ont partagé, mais peut-être au point de Van Gogh, et de cette manière, pour les couleurs, c'est assez rare. Donc, il a porté de l'eau au moulin, on pourrait dire de la folie, mais on ne voit pas qu'il y ait dans l'œuvre de Van Gogh quelque chose qui soit typiquement caractéristique de ce point de vue-là. Où on est dit c'est une peinture de fou en raison de sa peinture même, c'est ça. On dit c'est une peinture de fou parce qu'on dit il est fou. Mais parce que même le diagnostic, on dit c'est un fou mais il est génial. Non, il n'aurait pas dit, il aurait dit. Là, c'est curieux, cette analyse du médecin. Elle est à la fois ridicule, mais à la fois, elle reconnaît le caractère de génialité de l'œuvre de Van Gogh. Alors que, par exemple, des Van Gogh ayant été introduits dans l'exposition de Entartekunst de Goebbels, des hitlériens, ils ont rangé là-dedans tout l'art dégénéré, et lui alors on l'a rangé
avec une expression qui ne concernait pas la folie d'ailleurs, mais qui traitait de la dégénération de l'art, ce qui était un petit peu différent comme expression, et dans laquelle on a rangé la totalité des expressionnistes. On a certains Matisse, certains Van Gogh, on est allé peut-être jusqu'à des Cézanne, mais donc ils ont bien fait une analyse parmi, mais c'était surtout les Allemands qu'ils avaient choisi. Mais ils ont bien cherché autour de ce concept de dégénération, ce concept raciste, et en général attribué à des juifs. Lorsqu'il ne s'agissait pas de juifs, ça a été, peut-être le choix a été moins systématique. Bon, mais il faudrait s'arrêter là. Mais je crois que là, il y a un domaine intéressant. Quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, qui avait fait un exposé une fois sur un peintre, dont la peinture était explicitement, d'ailleurs, une peinture de fou. C'était Georges Bleuss, qui avait fait une analyse sur un peintre suisse qui s'appelle Wölfflin, quelque chose comme Wölfflin. Ah oui, Wölfflin. Bon, je vous remercie. Alors, nous avons la prochaine fois